بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons consacrer la séance d'aujourd'hui aux mesures d'instruction. Les mesures d'instruction ont été énumérées par l'article 55 du Code de procédure civile. Ce texte plutôt 55 parle de l'expertise, la visite des lieux, l'enquête, la vérification d'écriture, le faux incident et le serment judiciaire. La séance d'aujourd'hui sera consacrée spécialement à l'expertise. L'expertise comme mesure d'instruction dans laquelle le juge fait appel à un homme de l'art. Sa réalisation permet à la juridiction saisie de disposer de l'avis d'un spécialiste, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans un autre domaine, où le juge dans lequel le juge a besoin d'un avis pour compléter sa conviction. Et tout en sachant que le juge est souverain d'accepter la demande ou de la rejeter, sauf dans les cas qu'on verra tout à l'heure dans lesquels l'expertise est obligatoire. Lorsqu'on parle de l'aspect technique, ceci veut dire qu'il est strictement interdit à l'expert de traiter une question de droit, parce que le juge, en nommant un expert, ne délègue pas une partie de ses attributions, mais il demande tout simplement un avis d'un homme de l'art. Le Code de procédure civile consacre aussi la possibilité aux parties de demander la nomination d'un expert. Donc, soit à la demande des parties, soit elle est ordonnée d'office par le juge. Donc, on parle là de l'expertise, soit qui a un caractère principal ou un caractère incident. Donc, lorsque le juge est saisi d'une telle demande, donc il n'est ni point tenu d'y faire droit. Donc, il lui appartient. Il a un pouvoir discrétionnaire d'apprécier s'il s'avère ou non indispensable pour élaborer sa propre conviction. Parce que le tribunal ne peut pas confectionner des preuves aux justiciables. C'est à eux d'apporter les preuves lorsqu'ils prétendent, lorsqu'ils demandent et présentent au juge une prétention bien déterminée. Alors le juge rend bien sûr un jugement avant de dire droit et ordonne cette mesure destinée à instruire une demande. L'expert, lorsque l'expert est nommé d'office ou à la demande des parties, il y a une obligation, sous peine de nullité, c'est qu'il doit être inscrit au tableau des experts judiciaires. Il doit prêter serment avec une exception qu'on verra, prévu par le Code de procédure civile qui autorise aux parties de dispenser l'expert de prêter serment dans des cas bien déterminés. Il y a une obligation de consigner à la caisse du tribunal ou au secrétariat du tribunal un montant à titre d'avance pour le paiement des frais. Parce qu'il y a des frais à engager lorsqu'on parle d'un expert, donc il peut se déplacer, il convoque les parties, donc il peut être convoqué à l'audience pour donner des explications. L'expertise, donc le juge peut renvoyer l'expertise pour un complément. Le juge peut demander carrément, peut aller jusqu'à demander une contre-expertise, même d'office. Alors le délai de dépôt de rapport, il est fixé par le juge chargé de l'affaire lorsqu'il s'agit d'un juge unique ou de juge rapporteur lorsqu'on est en présence d'une forme collégiale. Et le juge doit se limiter aux questions techniques posées par le juge.
Et il doit éviter, comme on l'a expliqué, de traiter des questions de droit, comme il n'a pas le droit carrément d'influencer le juge. Il ne peut pas influencer le juge. Alors le rapport d'expertise peut être écrit comme il peut être oral. Lorsque le rapport est écrit, il doit être déposé au secrétariat greffe de tribunal dans un délai fixé par le juge rapporteur de la juridiction compétente. Et pourquoi on le dépose? Parce que, bien sûr, le rapport, et les parties, ils ont droit de prendre copie, parce que dans ce rapport, il y a les dires et les déclarations des parties, parce que les parties, ils ont le droit de, bien sûr, de discuter le contenu de cette expertise. Bien sûr, ce rapport ne s'impose pas à la juridiction, sauf dans les cas où l'expertise est obligatoire, et l'expertise doit être obligatoirement réalisée contradictoirement. Ceci veut dire que les parties ont droit d'assister à son déroulement. Donc l'expert doit se charger au procédé à la convocation des parties et à leur mandataire. Et lorsqu'on parle de convocation, on renvoie vers les dispositions des articles 37, 38, 39 du Code de procédure civile. Ça veut dire qu'il doit être convoqué tel que la loi a réglementé le comment de la notification qui doit être faite et à qui elle doit être faite, bien sûr, selon la loi. Donc, aucune expertise judiciaire ne peut être mise en œuvre sans une préalable décision de justice qui l'ordonne ou qui l'autorise. C'est normalement au cours de l'instance que cette mesure sera sollicitée ou ordonnée d'office. Donc, comme on vient de citer, donc à partir de là, lorsqu'il est au moment de l'instance et lorsqu'il est soulevé, on parle du caractère incident. Alors l'expertise ne peut pas, l'expertise peut être obligatoire, comme je viens de citer tout à l'heure, et je fais le renvoi à quelques textes de loi dans lesquels l'expertise judiciaire est obligatoire. On parle des articles 55, 56 du Code de procédure civile. La même chose pour les articles 148, 201, 205, 209, 280, 281, 334, 527 du Code de procédure civile. Au niveau du Code de la famille, on peut citer les articles 16, 20, 23, 111, 134, 153, 158. Bien sûr, là, ces textes, ils traitent en général et parlent en général de l'expertise. Mais il y a des textes spéciaux dans lesquels l'expertise est obligatoire. On parle ici du cas lorsque le juge veut fixer le taux d'invalidité en matière d'accident de circulation en vertu de la loi 12-10-1984 réglementant l'indemnisation des victimes des accidents de circulation. Le deuxième cas, c'est en matière de maladies professionnelles. Le troisième cas, c'est les cas de vente des biens d'un mineur. Parce que selon l'article 209 du Code de procédure civile, lorsque l'immeuble dépasse 2000 dirhams, la vente doit être obligatoirement aux enchères publiques, mais moins de 2000 dirhams, la vente peut être de gré à gré. Les actions en partage, donc toutes les ventes aux enchères, les actions en partage. La même chose au niveau du Dahir, numéro 1-83-108 du 5 octobre 1984, portant promulgation de la loi 1383 relative à la répression des fraudes sur les marchandises. Donc ce texte, c'est cette loi, bien sûr, parle de l'expertise obligatoire. Lorsque le juge ordonne une expertise, il nomme soit d'office, soit sur les propositions faites par les parties, un expert qui procédera bien sûr à cette expertise. À défaut d'expert inscrit au tableau, le juge peut à titre exceptionnel, je dis bien exceptionnel,
Et en matière d'exception, l'exception toujours doit être interprétée rigoureusement et pas d'analogie. Donc, il peut exceptionnellement désigner un expert spécialement en vue de ce litige. Dans ce cas, l'expert doit prêter serment devant l'autorité judiciaire. Mais pourquoi ce serment? Parce que ce serment consiste à ce que le juge doit s'assurer le bien fidèlement remplir, ça veut dire le bien de fidèlement remplir sa mission et de donner son avis en toute impartialité et indépendance. Le juge, c'est lui qui détermine les points sur lesquels portera l'expertise. Sous forme de questions techniques, bien sûr à l'exception de toutes questions de droit selon les dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile. Là, il y a un arrêt de la Cour, de la Cour suprême, plutôt de la Cour de cassation française, qui a qualifié l'expertise biologique est une expertise de droit en matière de filiation. Ça veut dire l'expertise biologique est une question de droit en matière de filiation par un arrêt de la première chambre du 28 mars 2000. Alors, si le rapport établi par l'expert est écrit, le juge fixe le délai dans lequel l'expert sera tenu de le déposer. Une fois que le rapport est déposé, le secrétariat greffe, rappelez-vous que c'est une irrégularité qui peut entraîner la nullité s'il n'est pas respecté par le secrétariat greffe. Le secrétariat greffe doit aviser les parties, bien sûr, aux fins d'en prendre copie. Dès le dépôt, donc, il doit les aviser pour en prendre une copie. Si le rapport est oral, bien sûr, le juge fixe la date d'audience à laquelle les parties dûment convoquées légalement, l'expert fera son rapport qui sera consigné dans un procès verbal indépendant. Alors, les parties peuvent prendre copie du dit procès verbal et présenter leurs conclusions, le cas échéant, selon les dispositions de l'article 60 du Code de procédure civile. Bien sûr, le tribunal, il a toujours la possibilité de changer l'expert qui n'a pas accompli sa mission, qui lui est confiée, dans le délai, ou qui ne veut pas l'accomplir. Soit il n'a pas accompli, soit il ne veut pas. Donc le tribunal a toujours la possibilité de changer cet expert. Dans ce cas, l'expert risque, parce que est-ce que tout simplement le non-accomplissement de la mission ou le retard de l'accomplissement de la mission et le changement n'a pas des répercussions par rapport au juge? Dans l'article 61 du Code de procédure civile, il se pose que, bien sûr, dans ce cas, l'expert peut être condamné à rembourser à la partie lésée tous frais frustratoires et des dommages et intérêts. Alors, l'expert nommé d'office par le juge, il peut être récusé pour tout lien de parenté ou alliance selon les dispositions de l'article 62 avec l'une des parties au degré du cousin germain inclus. Les cas de récusation qui sont cités par l'article 62, s'il a un litige avec les parties, s'il a été nommé dans un domaine n'entrant pas dans sa compétence, parce que l'expert c'est un homme de l'art, on a besoin d'un avis technique, donc il faut qu'il rentre dans son champ disciplinaire. S'il a déjà émis un avis ou fourni un témoignage sur l'objet de litige, s'il est conseiller de l'une des parties, ou pour tout autre motif grave, bien sûr, pouvoir discrétionnaire du juge. L'expert peut soulever d'office ça veut dire qu'il peut se retirer et soulever d'office les motifs de récusation. Mais là, le Code de procédure civile, il a réglementé la procédure de récusation qui doit être présentée dans un délai de 5 jours à la date de notification de la décision judiciaire portant la nomination de l'expert, et le tribunal statue sur demande de récusation dans le délai de 5 jours à la date de sa présentation. Là, une remarque sur la décision irrelative
ne peut faire l'objet de recours qu'avec le jugement qui statue sur le fond du litige. Et l'expert doit, sous peine de nullité, convoquer les parties et leurs mandataires selon les règles des articles 37, 37, 38, 39 du Code de procédure civile. Donc, parce que là, on parle d'un système contradictoire. Les parties peuvent faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile. Éclaircir un point. L'expert consigne dans le procès-verbal, joint au rapport de l'expertise, les dires et les observations des parties avec toute impartialité, toute neutralité, et il le signe avec lui en mentionnant obligatoirement la personne ou la partie qui a refusé de signer selon les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile. Le juge a la faculté, comme on vient de le soulever tout à l'heure, de renvoyer le rapport d'expertise à l'expert pour un complément de mission lorsque l'expert n'a pas répondu à toutes les questions selon les dispositions de l'article 64 du Code de procédure civile, comme il peut carrément ordonner d'office une contre-expertise ou bien sûr à la demande des parties. Le juge peut également convoquer l'expert d'office ou à l'initiative de l'une des parties à l'audience pour fournir des explications et renseignements nécessaires qui seront consignés dans un procès verbal qui aura une force probante. Alors, quand le juge estime que l'expertise ne peut pas être réalisée par un seul expert, il a la possibilité de nommer 3 experts au plus selon les circonstances telles qu'elles est décrites dans l'article 65 du Code de procédure civile. Alors, le fait de nommer plusieurs experts, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent séparément, parce que le texte dispose que les experts procèdent ensemble à leurs opérations et dressent un seul rapport, et dans le cas où ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs de l'appui. Le rapport est signé par tous les experts. Alors, plusieurs dispositions permettent néanmoins au juge d'agir de manière graduée en privilégiant le choix de mesures d'instruction avant de passer à l'expertise. Donc, l'opportunité d'aller à l'expertise, elle est laissée au juge, parce que des fois, il y a d'autres procédures qui sont moins simples et moins onéreuses. Comme une descente sur les lieux avec l'aide d'un expert, commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations. Mais l'expertise, il peut être combinée avec une autre mesure d'instruction. C'est le cas où le juge ordonne soit d'office, soit à la demande des parties, par exemple, une enquête, une descente sur le lieu ou une comparution personnelle en présence d'un expert qui assistera pour donner, bien sûr, le rôle de l'expert ici, c'est pour donner des explications techniques. Alors, la règle, c'est que le juge ne peut déléguer sa fonction juridictionnelle. Il ne peut non plus déléguer à l'expert le pouvoir de tenir à sa place une enquête. Donc l'expert peut davantage entendre des témoins de son propre chef. Là, la question qui se pose, quels sont les cas de nullité de l'expertise? En se référant au Code de procédure civile, le législateur n'a pas cité les cas de nullité de l'expertise. Mais à contrario, on peut énumérer les cas de nullité de l'expertise. Le premier cas, on parle de non-respect du caractère contradictoire dans l'opération d'expertise, parce que le droit à un procès équitable, bien sûr, nécessite ce système contradictoire, mais le juge, parce que là, ce n'est pas une question d'ordre public, le juge n'est pas obligé de la soulever d'office. Le non-respect de l'expert de ses obligations professionnelles, ça veut dire la limite de sa mission, ne pas traiter des questions de droit, ne pas influencer le juge dans son rapport. Le défaut de serment, selon l'article 18 de la loi 4500 relative aux experts judiciaires, mais cette question
ne relève pas d'ordre public car les parties, selon l'article 59, peuvent dispenser l'expert de prêter serment selon le dit article. Le quatrième cas de nullité, c'est lorsque l'expert traite une question qui ne rentre pas dans sa compétence technique ou qui a un rapport avec le droit. La non-convocation des parties est le cinquième cas. La non-consignation des dires et des observations des parties dans le procès, dans le rapport d'expertise et dans le procès lorsqu'elle est, bien sûr, lorsqu'elle est convoquée pour un complément d'information à l'audience. La non-réalisation de l'expertise par l'expert lui-même, parce qu'il ne peut pas déléguer à un autre expert. Donc là, il y a l'intuitif personnel. Le défaut de notification, là, c'est les causes des régularités de secrétariat greffe de tribunal. Le défaut de notification de jugement avant du droit par le secrétariat greffe de tribunal. Le défaut d'aviser les parties afin d'en prendre copie du rapport, comme on a expliqué, parce qu'une fois que le rapport est déposé au secrétariat greffe du tribunal, ce secrétariat greffe doit aviser les parties afin d'en prendre copie du rapport. Bien sûr, les irrégularités de forme nécessitent obligatoirement qu'une partie soit lésée selon les dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile qui dispose que les nulltés et irrégularités de forme de procédure lesquelles ne peuvent être accueillies par le juge que lorsque les intérêts de la partie ont été lésés en fait. Mais du moment que la demande en nullité du rapport d'expertise est une défense au fond et non une exception de procédure, on peut les soulever à l'exception de cette condition, exceptionnellement, de ce qui est dicté par l'article 49. Ça veut dire l'obligation que la partie soit lésée n'est pas une condition pour soulever cette exception de nullité. En résumé, on peut dire qu'il y aura toujours une interrogation, où l'interrogation se portera toujours sur la nature du rapport très particulier entre le juge et l'expert, fait de confiance et de défiance, où peuvent se conforter ou s'affronter intime conviction et certitude technique. Je vous remercie.